Batata na bamama mbote zenu Chimoko Tchalolo. Nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons parler de 3 choses. Aimer son pays. Et nous parlerons de la balade en mer de monsieur et madame Denis Sassou Nguesso. Et troisièmement, nous parlerons de la nouvelle figure du leader en politique au Congo-Brazzaville. Commençons par aimer son pays. Avant de me lancer, j'aimerais quand même partir d'une citation de Gandhi. Gandhi disait « Nul homme qui aime son pays ne peut l'aider à progresser s'il ose négliger le moindre de ses compatriotes. » Je répète, nul homme qui aime son pays ne peut l'aider à progresser s'il ose négliger le moindre de ses compatriotes. Sassou Nguesso le dit et le répète à qui veut l'entendre. Les membres du PCT le disent et le répètent à qui veut l'entendre, qu'ils aiment le pays. L'élite à la tête du pays, à majorité Mboshi, chaque jour, ils nous saoulent qu'ils aiment le pays. Mais comment peut-il aimer le pays, comme le dit Gandhi, s'il néglige une grande partie des Congolais dans la gestion du pays, s'il ne redistribue pas la richesse nationale à une grande partie du Congo, s'il laisse à l'abandon une grande partie des Congolais. Il y a eu la guerre chez nous. Sassou est venu au pouvoir par des armes. Il a détruit les départements du Sud, notamment le département du Poul. Les maisons ont été rasées jusqu'au niveau des fondations. Les champs ont été saccagés, les arbres fruitiers coupés, des maisons pillées, des gens massacrés, assassinés. Et il a laissé ces gens-là à l'abandon. Il a indemnisé personne. Comment ce monsieur peut-il aimer, dire qu'il aime le Congo, en laissant de côté, en négligeant une bonne partie de ses compatriotes, en les abandonnant dans la misère la plus totale? J'aimerais comprendre comment il peut dire qu'il aime le Congo. Comment? Vous savez, le patriotisme, c'est aimer son pays. Mais comment on peut aimer un pays qui vous déteste, un pays qui vous méprise, un pays qui ne vous aide même pas à manger, un pays qui ne vous aide même pas à se faire soigner, un pays qui vous aide même pas à trouver du travail, un pays qui vous aide même pas à construire une maison, à être en paix, à protéger vos biens, un pays qui ne vous aide pas à faire une formation, un pays qui ne vous intègre pas après une formation, après des longues études. Comment on peut aimer un pays comme ça? C'est vrai, le patriotisme, c'est l'amour de la patrie.
Mais à un moment, on se dit merde. À un moment, on se dit bon, stop. Voilà pourquoi beaucoup de Congolais sortent pour aller ailleurs, pour aller trouver un avenir meilleur ailleurs, à leur risque et péril. Nombreux n'y arrivent pas. Il n'y a pas mieux que de vivre chez soi. Parce qu'à l'étranger, c'est difficile. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Nous devons nous battre pour le pays que nous aimons tous. Parce que ceux qui sont là font tout pour que ce pays ne puisse pas nous aider, ne puisse pas nous intégrer. Aimer son pays ne signifie pas ne rien dire quand tout va mal. Il faut dire quelque chose. Aimer son pays, c'est dire quelque chose. C'est ne pas se taire. C'est ne pas se taire. Aimer son pays, c'est dire quelque chose. C'est vrai, c'est difficile. C'est difficile pour nous. C'est difficile pour beaucoup de Congolais. Il y en a, dès que tu parles, oh, ils n'aiment pas le pays. Mais non, mais aimer son pays, c'est dire des choses, c'est dire des vérités. C'est pousser ceux qui sont à la tête à changer de comportement. Parce que le Congo, c'est un pays riche. Un pays très riche. Actuellement, on est en train de poursuivre le fils du président de la République en France pour blanchiment d'argent issu de détournement des fonds du pétrole congolais. Mais c'est des sommes à faire tourner la tête. 19 millions d'euros. C'est des milliards, ça. C'est beaucoup de milliards. C'est quoi aimer son pays? C'est quoi aimer son pays? Et le patriotisme nous pousse à aimer notre pays. Mais c'est quoi aimer le pays? C'est quoi? C'est quoi aimer le pays? On n'est pas seul. Nous disons chaque jour que le Congo n'est pas un pays comme les autres. Le Congo, c'est un pays artificiel. Les gens qui vivent au Congo ne vivaient pas ensemble. C'est la colonisation qui nous a unis. Par exemple, pour les Bas-Congo, les Makwa, les Bateke, les Kouyou, disons les Bantous en général. Les Bantous en général. C'est difficile pour eux. Aujourd'hui, on se retrouve dans un pays avec des gens qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Avec des gens qu'on n'avait pas de rapport, par exemple, qui viennent au-dessus de l'équateur, vers le Soudan, tout ça. C'est difficile. Mais il faut cohabiter, mais il faut mettre des valeurs. S'il n'y a pas de valeurs communes partagées, mais il y aura des gens qui vont dominer sur les autres. Sachant que pendant la colonisation, il y a eu des gens qui étaient du côté du colon. Il y avait des victimes des colons. Il y a des gens qui se battaient pour leur terre. Donc, il n'y avait pas un même statut. Il y avait des citoyens français et il y avait des indigènes. Vous voyez, donc on n'a pas été ensemble. On n'a pas vécu les mêmes choses. Mais si nous voulons vivre dans un même pays, il faut mettre des valeurs. On a mis en place des valeurs. Ceux qui nous ont précédés, ils ont laissé des valeurs. Unité, travail, progrès. Jusqu'à présent, nous parlons de l'unité. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de progrès. Et chaque jour, on a des griots
qui nous parle, de l'amour de la patrie. C'est pour cela que j'ai dit, pour aimer un pays, il faut que le pays t'aide à manger. Il faut que le pays t'aide à se soigner. Il faut que le pays t'aide à trouver du travail. Il faut que le pays s'investisse à construire des routes. Le pays s'investit dans une politique d'habitat. Il faut que le pays t'aide à vivre en paix. Regardez ceux qui vivent dans le département de Poul. Qui les a attaqués? Mais c'est le pays. On a utilisé les moyens d'État pour aller détruire le département de Poul. On a utilisé l'armée pour aller détruire les compatriotes du Poul. Les moyens d'État ont été mis à leur disposition. Ils ont pris les moyens d'État pour aller massacrer les gens dans le département de Poul, à Bakonga, Makelekele. Et vous allez parler de l'amour de l'amour du pays à ces gens-là. C'est pour cela que Gandhi disait, nul homme qui aime son pays ne peut l'aider à progresser s'il ose négliger le moindre de ses compatriotes. Nul homme politique qui aime son pays ne peut l'aider à progresser s'il ose négliger le moindre de ses compatriotes. Et on le voit actuellement. Ça soit négligé une bonne partie de ses compatriotes. Il a négligé le département de Poul. Il a eu des problèmes, dit-on, avec M. Kolela. Ils se sont réconciliés avec M. Kolela. Il a pris même les enfants Kolela qu'il a nommés ministres. Mais il n'a jamais lâché la pression sur le Poul. Il n'a jamais pardonné le département de Poul. Il n'a jamais voulu indemniser, voulu mettre un plan Marshall pour la reconstruction du Poul. Il n'a pas fait. Donc, vous voyez à qui on a affaire. Et ses supporters osent reprocher à ceux-là qui disent les vérités de ne pas aimer le pays. Aimer son pays ne signifie pas ne rien dire quand tout va mal. Je passe au deuxième sujet. Le deuxième sujet qu'on a dit, on avait dit le deuxième sujet, c'est la balade en mer de monsieur Denis Sassou Nguesso, de monsieur et madame Denis Sassou Nguesso. Ça, vraiment, ça m'a fait pitié. Ça m'a fait vraiment pitié. Et ça m'a... C'est un ami blanc qui est venu me voir en me disant, tiens, mais j'ai vu votre président de la République et sa femme dans les réseaux sociaux en balade en mer en Turquie. Sachant que le monsieur, il n'y a pas très longtemps, était au Congo. Donc, il était envoyé au Congo pour une mission que je ne dirai pas. Voilà. Il a fait le Congo et la RDC pour des besoins économiques, quoi. Donc, il a fait le Congo et il a fait la RDC. Il m'a dit deux choses qui m'ont touché. Il me dit, mais tiens, quand j'étais au Congo pour aller en RDC, j'ai traversé le fleuve Congo. Mais vous savez, le fleuve Congo, mais c'est un océan. C'est un océan. C'est comme la moitié. Une petite partie de la mer Méditerranée. C'est grand, votre fleuve. En discutant, il m'a dit, tiens, mais moi, j'ai fait des croisières sur le Nil. Mais à côté du fleuve Congo, le Nil, mais c'est le pipi de chat.
Mais vous avez là une richesse que vous pouvez exploiter. Et en discutant, nous sommes tombés d'accord, on est arrivé à une conclusion. S'il y avait un secteur qui pouvait rapporter beaucoup d'argent au Congo, c'est bien le tourisme. Et sur le fleuve Congo est navigable. Il suffit d'enlever du sable. Le fleuve Congo est navigable, même jusqu'au niveau de Lubongi. Hein? On peut poursuivre jusqu'au niveau de Lubongi. Même tu vois, les affluents du fleuve Congo, comme la Sanga, hein? Comme la Sanga aussi est navigable. Vous voyez, il y a beaucoup d'affluents, même là où il est lui, là. Mais c'est un affluent du fleuve Congo. Le fleuve qui est à côté de lui, là. Donc, on pouvait mettre en valeur ces fleuves-là. On pouvait développer le tourisme. On pouvait mettre dans le fleuve Congo des bateaux, des croisières. Dans les affluents du Congo, on pouvait mettre des bateaux, hein, de balade. Mais on a un chercheur au pays qui avait mis en place des bateaux. Les petits bateaux où monsieur, madame, le président de la République était en mer en Turquie. Mais on a un compatriote qui les a fabriqués, qui a fait des prototypes. Monsieur Tsenge Tsenge qu'on n'a pas aidé. Le monsieur qu'on est en train de martyriser au Congo, qu'on est en train de traîner, je ne sais pas, d'humilier. Voilà le mot qu'il faut dire, d'humilier. Les bateaux, ils étaient à côté des bateaux que Tsenge Tsenge avait fabriqués. Mais vaut mieux les bateaux de Tsenge Tsenge. Au lieu de faire la promotion de son pays, on va dépenser des milliards et des milliards en Turquie. C'est triste. C'est triste. On revient à la première question. Comment on peut aimer son pays et ne pas développer chez soi? On va dépenser des millions, des milliards de l'autre côté. Même pour se faire soigner. Mais on devait construire des hôpitaux. On devait construire des hôpitaux, mettre les moyens. Au lieu, à chaque fois, on a un petit bobo, on court à l'étranger. C'est triste. C'est ça, aimer le pays. Je ne vais pas vraiment m'éterniser sur ça. Je passe au troisième sujet dont on avait parlé. On avait dit la nouvelle figure du leader, congolais, hein, dans le contexte actuel. Vous savez, je vais être clair. Je vais parler sans haine, sans tribalisme, sans parti pris. Je veux dire, le modèle de leader qui semble aujourd'hui, après les dégâts des Mboshidoyo, le dire, ce n'est pas du tribalisme, c'est une réalité, le Congo entre les mains des Mboshidoyo. Bien qu'ils sont entourés par d'autres personnes qui viennent d'autres départements, mais dans la cabine de pilotage de l'avion qui gouverne le Congo, il n'y a que des Mboshidoyo. Les autres sont des passagers. Il y en a qui sont comme des stewards, des hôtesses, mais il y a même des passagers. Hein. Mais dans la cabine de pilotage, il y a des Mboshidoyo. Et Nyangambwala l'a bien dit, l'avenir de Mboshi. Parce qu'ils en sont conscients que c'est eux qui pilotent. Les autres ne sont que des figurants du film. Donc je disais, le modèle de leader qui semble aujourd'hui s'imposer au Congo après les dégâts d'Mboshi relève d'images symboliques de Mfumukanda chez les Congo. C'est ça qu'il nous faut. Si nous voulons relever ce pays,
C'est l'image symbolique de Mfumukanda, des Bakongo qu'il faut aller prendre, qu'il faut coller aux leaders politiques de demain. Pourquoi je le dis? Si on voit l'image de Mfumukanda de Bakongo, ce n'est pas un manager, ce n'est pas un gestionnaire, ce n'est pas un technicien. C'est pas celui qui sait. C'est pas celui qui dit je sais tout. Non, 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 comme le faisait Lussoba. C'est pas celui qui dit je sais tout. C'est pas celui qui dit je sais ce que je dois faire. Mais celui qui est et qui sait s'entourer. C'est ça, Ombongi, le Mfumukanda. Il sait s'entourer. Il sait s'entourer. C'est pas lui qui garde l'argent. C'est pas lui qui décide. On le voit bien quand il y a un problème. Lui, il constate un consensus. Il délègue. On le voit bien quand il y a, par exemple, des retraits de deuil à préparer, par exemple, dans 6 mois ou dans une année. Lui, il est là. Il constate le consensus et il délègue. Voilà, c'est lui qui va ramasser l'argent, c'est lui qui fera ceci, c'est lui qui fera cela, c'est celui-là qui va superviser les travaux de la cause. C'est ça, c'est cette image qu'on veut, qui sait s'entourer pour pouvoir décider. Actuellement, l'exigence de compétences s'impose, certes, toujours. L'exigence de compétences s'impose comme étant... c'est comme un préalable. Mais celui-ci n'est pas suffisant. Ce n'est plus suffisant. Ce préalable-là n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant. Donc je disais, si l'exigence de compétences s'impose, ça s'impose toujours, hein, jusqu'aujourd'hui, ça s'impose toujours. Mais celui-ci n'est plus suffisante en parlant de l'exigence pour qualifier le leadership que nous avons besoin aujourd'hui. Beaucoup de gens pensaient qu'il suffisait d'avoir un diplôme, donc en venant, ils pouvaient faire quelque chose. Ils pouvaient renverser, ils pouvaient renverser je ne sais pas quoi, ils pouvaient déplacer les montagnes, voilà l'expression que je cherchais. Donc, en étant docteur, en étant ingénieur, je viens au Congo et voilà, je déplace les montagnes. Mais nous nous sommes trompés. Les diplômes obtenus dans les universités de celui qui nous a colonisés, et tu viens, tu vas déplacer les montagnes dans ton pays, mais il t'a dressé comme un chien. Tu n'as subi qu'une assimilation. Tu as été préparé pour reproduire ce que tu as étudié. C'est ça qui s'est passé. Chaque élite formée s'éloignait du peuple. C'est ce qu'on a vu. L'élite formée par le colon s'est éloignée du peuple. Voilà pourquoi les Bakongo insistent pour le Mfumukanda sur la dimension personnelle. Sur la dimension personnelle. C'est la dimension personnelle du Mfumukanda qui déplace les montagnes. Si vous mettez un voyou
Si vous mettez un voyou, quelqu'un qui n'a pas une bonne moralité, mais vous allez voir là où la famille va aller. Hein. Maintenant qu'on a perdu tous ces gens-là qui avaient une bonne moralité au niveau de la famille, on voit beaucoup de familles sont en décadence. Par contre, au Congo, issu de la colonisation, l'on insiste surtout sur la dimension de diplôme. Ah, moi j'ai étudié, j'ai tel diplôme, il n'y a que moi qui peux commander. Je me souviens, j'ai un grand frère que j'ai croisé ici qui disait, oui, moi quand j'irai au Congo, les autres là vont tenir mon sac. Mon sac, mais il rêvait ou quoi? Il a rêvé ou quoi? Même aujourd'hui, au Congo, pour avoir un travail, pour être nommé, il faut passer par l'ex-colonisateur, c'est lui qui décide. L'ex-colonisateur a bâti un système. Si tu n'es pas dans ce système, tu ne peux pas aller être ministre là-bas. L'enfant de Sassou, il a un doctorat, mais il n'est pas là-bas parce qu'il est du système. Sassou Nguesso, il a un doctorat, mais il commande le Congo. Même ceux qui ont étudié, qui ont des diplômes comme les Adada, docteur en mathématiques, il a mené le Congo où? Mais il brille par le vol. On a vu le Obenga quand il parle. À l'extérieur, oh là là, c'est un savant, mais quand il est au Congo, un vrai tribaliste. Un grand frère a voulu épouser sa fille. Ben, il a refusé. Il a dit, dans ma famille, pas les Congo. Vous voyez? Égyptologue, il brille. Mais l'Égypte, c'est le soleil. Et vous voyez les comportements qu'il affiche. Les diplômes obtenus dans les universités françaises ne nous emmènera nulle part s'il n'y a pas la dimension humaine chez la personne. Donc, attention, parce que nos élites, l'élite du PCT, l'élite... parce que l'ex-colonisateur va te coopter, va exiger que tu intègres les écoles ésotériques occidentales, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. On va t'exiger d'aller là-bas. Donc, on va t'exiger que tu sois un évolué, c'est-à-dire un assimilé. Il faut que tu acceptes d'oublier ce que tu es, que tu ne parles que français. Tu ne faut même plus parler ta langue maternelle. C'est ça. On l'a vu. Ces gens-là, quand ils reviennent au pays, ils ne se mélangent pas avec la population. Ils se comportent comme étant des nouveaux colons. Actuellement, nos leaders politiques n'ont pas de vision sur le Congo. Ils n'ont pas de vision. Ceux qui les suivent sont des vrais aveugles. Nombreux les ont suivis et nombreux ont compris que ces gens-là, ils ne sont pas là pour le Congo. Ils sont là pour se servir et ils ne sont pas venus pour nous servir. Ils ne sont pas venus pour nous servir. Ils n'ont pas de vision pour le Congo. La vision, c'est en quelque sorte, c'est la vision qui maintient, qui attire, voilà. C'est la vision qui attire la population, c'est la vision. Quand tu montres l'avenir du Congo, voilà là où on veut aller, voilà les objectifs qu'on va atteindre. L'objectif 1, c'est ça, 2, c'est ça, 3, c'est ça. Pour arriver là-bas, les gens vont croire, parce que les gens vont voir. Ils vont voir où nous allons. Mais avec Sassou, on ne sait pas où nous allons. Il n'a que des slogans, il n'a pas de vision. Autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000, on atteint l'an 2000. Il n'avait pas fixé des objectifs.
Objectif 1, 2, 3, 4. C'est comme, la vision, c'est comme les marches des escaliers. Il faut dire, on va aller au 8e, on va passer au 1er, au 2e, au 3e, au 4e, au 5e. Il n'y a pas eu ça. Et aujourd'hui, il nous parle de Congo, pays émergent. Mais non, mais c'est quoi ça? Ils n'ont pas de vision. L'absence, surtout l'absence de qualité personnelle. L'absence d'amour. D'amour, ils n'ont pas d'amour sur le Congo et les Congolais. C'est ça qui les empêche à formuler une vision. Ça les empêche de pointer l'avenir du Congo du doigt. On veut aller là-bas. Ça les empêche. Par contre, ce qu'ils ont, la seule vision qu'ils ont, c'est de maintenir les intérêts français au Congo. Intérêts que personne ne menace d'ailleurs. Aucun Congolais les a menacés. Les populations locales ont été écrasées de la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Donc, personne ne les empêche. On veut nous faire porter le chapeau. La conférence nationale avait mis en place qu'il y ait des audits. Ce n'est pas les Congo qui ont mis ça. C'est la conférence nationale qui avait dit, qui avait pris une décision de faire des audits. Ce n'est pas les Congo. Et la France n'a pas à dire que les Congo n'aiment pas la France. Parce qu'on ne connaît pas les intérêts français au Congo. Vous êtes venus, vous nous avez écrasés, vous avez récupéré nos pays, vous avez amené les Ouest africains. L'armée congolaise n'est que l'armée coloniale. Ceux qui, par malheur, ont passé par les mailles du filet pour être dans l'armée congolaise, on les avait épurés sur ordre de la France. C'est la France qui avait demandé à Marien Ngouabi à Sassou d'épurer ces gens-là. Parce que ces gens-là étaient issus du mélange, surtout le mélange sénégalais et les Bakongo, ou les Bateke, ou les Makwa, ou les machins. Voilà, c'est ça qu'on a épuré. Sassou Nguesso a été incapable de créer et de définir un projet rassembleur, un projet mobilisateur au Congo. Depuis qu'il est là, il ne fait que diviser les Congolais. C'est comme s'il était venu pour diviser pour régner. C'est ça. Sassou Nguesso n'a pas opéré de miracle. Il n'a pas opéré de ralliement autour de lui. Il est là. Il est venu pour maintenir les intérêts français et il n'est pas là pour nous. Je veux terminer par quelque chose de très important. Je veux dire comment ces gens-là viennent parler d'amour du Congo, de patriotisme aux gens qui n'ont même pas à manger. Vous savez, il existe une hiérarchie de besoins qui relève progressivement des besoins primaires aux besoins plus nobles et plus sophistiqués. La logique veut que on parle. La logique veut qu'on parle d'abord des besoins primaires avant d'aller aux besoins supérieurs. L'amour, le patriotisme, c'est le sommet. C'est le sommet. C'est le sommet. Aimer son pays, c'est presque l'estime, besoin d'estime de soi. C'est le sommet. Mais vous ne pouvez pas parler de ça aux gens qui n'ont rien à manger. Vous ne pouvez pas parler de ça à ceux qui n'ont rien à manger. C'est la logique de, je peux dire, de la présentation de la pyramide de Maslow. Voilà. C'est ce qui repose sur l'idée que, qu'est-ce que je peux dire, les besoins supérieurs ne peuvent être poursuivis tant que le besoin inférieur n'est pas satisfait.
Comment vous pouvez parler aux gens du Poul? Ils ont tout perdu, maisons rasées, champs saccagés. Ils n'ont plus rien. Les gens qui vivent à Bas-Congo, comment vous voulez venir parler de l'amour du Congo à ces gens-là? Ou aux gens du 4 mars? Aux gens du 4 mars, là. Et vous voulez leur parler de l'amour du prochain? Mais non, ça n'ira pas. Notre pays est suffisamment riche. L'État congolais n'est pas un État protecteur, garant de la solidarité nationale. On l'a vu dans le cas du Poul, dans le cas des sinistrés, de Brazzaville, le Congo, le Makelekele, dans le cas des Congolais qu'on est en train d'arrêter, dans le cas du général Mokoko qui est en prison, là, de Okombi, dans le cas de beaucoup de gens qui sont là. On parle des braqueurs, voilà. C'est ça. L'État congolais n'est pas un État protecteur. Il n'y a pas la sécurité. Tu n'es pas en paix quand tu es à Brazzaville. Donc, nous ne voyons pas l'intervention de l'État dans le domaine social. Nous avons des grands-parents, des veuves, nous avons des orphelins qui dorment au marché. L'État a beaucoup d'argent. On entend le fils du président de la République venir blanchir 19 millions d'euros. Ça fait 100, je crois, 45 milliards. C'est dangereux, ça. Et vous nous parler du patriotisme, qu'on aime ce pays. Mais vous vous foutez de la gueule des gens, là. Il n'y a pas de protection sociale là, pour les plus pauvres. Il n'y a pas d'aide. Hein? Il n'y a pas d'aide pour les chômeurs. Il n'y a même pas de minimum vieillesse pour nos mamans qui n'ont rien fait, qui n'ont pas travaillé. On leur donne rien. C'est-à-dire, tu as même pitié quand tu es au Congo. Mais comment vous pouvez avoir une bénédiction? Mais finalement, la franc-maçonnerie, là, c'est la sorcellerie ou quoi? La franc-maçonnerie du Congo, c'est la sorcellerie ou quoi? Quand vous allez dans des autres pays où les francs-maçons sont au pouvoir, on redistribue la richesse nationale aux pauvres. On crée des centres de formation où les gens vont apprendre le métier gratuitement, financés par l'État. Les gens se soignent gratuitement. Au pays, tu n'as pas l'argent, tu meurs. Mais le pays a beaucoup d'argent. Et c'est les francs-maçons, les francs-maçons qui sont au pouvoir. Mais votre franc-maçonnerie là, c'est la sorcellerie ou quoi? Les jeunes, pas d'allocation aux jeunes qui ne trouvent pas du travail. Pas d'allocation. On a beaucoup de gens qui ont fini des études. Même si l'État ne peut pas les employer, les embaucher. Mais on peut faire une politique de crédit. Des gens comme des Tsenge. Vous faites une politique de crédit, financez, aidez-le à protéger ses brevets, poussez-le. C'est pas possible. Lui, ce qu'il a, il peut créer des emplois. Par exemple, les bateaux. Si l'État, par exemple, accepte de financer ces projets, mais c'est de l'emploi qu'il va créer. Et vous voulez qu'on aime ce pays. Mais comment on peut aimer un pays qui nous déteste? L'État congolais doit intervenir en se battant pour donner du travail à tout Congolais. Même si ce n'est pas possible, mais l'État doit se battre. Économiquement, en attirant des investisseurs par des politiques, des impôts, l'État doit aussi créer des entreprises publiques. Le Congo est encore vierge. Le Congo, on peut faire des grands travaux, construire des routes, construire comme en Europe, hein, des sociétés immobilières pour des petits revenus. On peut construire, casser, construire. Mais au lieu de casser Brazzaville, il y a encore de l'espace vide partout. Vous pouvez construire.
Ça crée de l'emploi. Non, c'est pas possible. Et vous voulez qu'on aime ce pays. L'État doit affecter des recettes à des dépenses d'ordre collectif. Il y a trop de misère au Congo. Il y a trop de misère. Il y a des gens qui vivent sans courant au 21e siècle. Le courant, c'est un luxe. Il y a des gens qui vivent sans eau potable. Il est obligé d'aller sous-louer. Mais ça, c'est des choses que l'État congolais devait apporter dans chaque parcelle. Les frais d'installation, c'est à l'État congolais de les payer. Chaque parcelle, on met le courant. On aide les gens. Les gens vivent avec des maisons en terre battue. On doit aider ces gens-là. Actuellement, on parle de changement climatique. Imaginez si je sais pas, par quelle force de la nature, paf, la neige tombe là-bas. Mais les gens vont tous mourir. Les gens vont tous mourir. Les gens vivent dans des conditions comme s'ils étaient à l'âge de la pierre taillée. Et vous voulez qu'on aime ce pays? L'État doit corriger les écarts dans la répartition des revenus. Vous voyez, il y a des ministères qui ont des budgets. La présidence de la République, n'en parlons pas. Ministère de la Défense, mais on n'a jamais fait de guerre, nous. Cet argent-là peut être alloué. Vous baissez là-bas, baissez le budget de la Défense pour augmenter le budget de, par exemple, ministère du Travail, ministère de l'Économie, il faut le faire, ministère des Affaires sociales. C'est là où on a besoin de beaucoup d'argent. Pendant la crise de la Covid, on a vu des choses impensables. Impensables. Des gens abandonnés à eux-mêmes. À eux-mêmes. Et vous voulez qu'on aime ce pays-là? Non, non. Donc je terminerai par là. Je veux dire, Gandhi disait, nul homme qui aime son pays ne peut l'aider à progresser s'il ose négliger le moindre de ses compatriotes. Et ça se vérifie. Sassou Nguesso a négligé pas mal des Congolais. Même ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir par les armes. Regardez le département de l'Équateur. Regardez, moi j'ai un frère qui était il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, il était à Coppola. J'ai mis les photos, il a traversé la Sangha, c'est grave ça. Sassou, je ne sais pas en combien d'années du pouvoir, où il a roulé tout le nord de la farine, que mon pouvoir c'était celui du nord, gardons le pouvoir au nord, mais en dehors de là où il habite, mais les autres sont dans des conditions déplorables. C'est triste. Comment vous voulez qu'on puisse aimer le Congo avec ce genre de comportement? Comment vous voulez qu'on puisse aimer notre pays avec des comportements comme ça? Certes, le patriotisme, c'est l'amour du pays. Mais comment on peut aimer un pays? Comment on peut aimer son pays? Si le pays ne nous aide pas à manger, si le pays ne nous aide pas à être en sécurité et en paix, si le pays ne nous aide pas à nous soigner, si le pays ne nous aide pas à trouver du travail, si le pays ne nous aide pas après les études, qu'on puisse au moins trouver du travail. Par contre, on voit ceux qui ne le méritent pas, ceux qui n'ont pas fait des études, ils sont à la tête, c'est des cadres. Comment vous voulez qu'on puisse? On redistribue la richesse nationale. Tout pour eux, rien pour les autres. Lorsqu'on critique, on nous dit, on nous répète, vous n'aimez pas le pays. Je vais vous poser une question et je terminerai par là. Est-ce que aimer son pays signifie
Ne rien dire quand tout va mal. Merci, au revoir et à bientôt. Ciao.